vraiment un désastre pour toute l'Afrique. Et même, je pourrais même aller plus loin. C'est pas impossible que si cette guerre génocidaire, de guerre civile, se met en place en Éthiopie, à ce moment-là, ce n'est pas impossible à ce que la troisième guerre mondiale puisse démarrer depuis les côtes africaines ou depuis l'Afrique de l'Est et en premier l'Éthiopie. C'est pour vous dire que ce soir, le message que je vais faire passer est un message très important qu'il faut le prendre sérieusement car la situation en Éthiopie, elle est dramatique. Je sais qu'elle est dramatique et je sais aussi que l'actuel Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, est vraiment dans une situation de désarroi total. Et comme vous le savez, l'Éthiopie, les 4 coins de l'Éthiopie, les 4 points cardinaux de l'Éthiopie brûlent. Il n'y a aucune région en Éthiopie aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui est en paix. Aucune région de l'Éthiopie. Ce qui veut dire que, vraiment, c'est très important, le message que je vais envoyer ce soir, et j'espère que les 5 puissances que je viens de nommer pourront vraiment écouter ce que j'ai à dire. Aussi, avant de démarrer, mon analyse, le message que je veux faire passer au peuple de l'Éthiopie, à son gouvernement et à ces 5 puissances que je viens de citer, j'aimerais que vous puissiez écouter un message envoyé dans les réseaux sociaux, mais officiellement, par un des chefs des fronts extrémistes de la communauté Amara, plus connu sous le nom de Fano. Écoutez ce que ce monsieur, qui est un chef militaire, a fait passer comme message au peuple de l'Éthiopie et tout particulièrement au Premier ministre éthiopien. C'est très important. Parce que ce que je viens vous annoncer, ça ne fait que confirmer les informations que je reçois depuis l'Éthiopie et surtout les connaissances que j'ai pour ce pays et son peuple, ainsi que les autres pays de la région, notamment l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. Alors, avant de démarrer mon analyse et mon appel, écoutez ce que ce chef militaire vient de lancer sur sa page Facebook, ou plus ou moins par un des supporters de Fano. Écoutez bien, c'est très important. Après, vous allez comprendre. En résumé, ce que ce monsieur dit, ce monsieur du front Fano dit officiellement, si le Tigréen ou le TPLF ne quitte pas la région, ou les 2 régions qui sont Welkait et Raya, nous en tant qu'Amara, peuple de l'Amara de l'Éthiopie, tout particulièrement le front Fano militaire, nous préférons détruire l'Éthiopie et de mettre à feu et à sang toute l'Éthiopie. Peut-être que ce sera un modèle réduit de ce que vous avez vu en Syrie
Ce sont des paroles qui sont très graves et très importantes. Nous allons détruire l'Éthiopie si le TPLF ne quitte pas Welkaït ou bien Raya. Nous préférons détruire l'Éthiopie. Et c'est un commandant de la milice du front Fano qui le dit officiellement. Et d'ailleurs, dans plusieurs régions, notamment régions mixtes Oromo-Amara, ils en ont massacré et tué ces 2 derniers mois. D'ailleurs, vous le savez très bien. Alors, écoutez ce monsieur-là et demandez qu'on vous fasse une traduction complète de ce qu'il dit. Et vous allez... Ce monsieur, qui est un des commandants de la milice Fano, a été assez clair. Assez clair dans son message que si, en fin de compte, si les Tigréens du TPLF et les Oromo, Ola ou OLF ne déposent pas les armes et qu'ils ne laissent pas prendre le pouvoir à la place de Abiy Ahmed, on préfère que l'Éthiopie soit totalement détruite. En fin de compte, en résumé, c'est ce qu'il dit. Et ce ne sont pas des mots lancés en l'air, c'est la réalité aujourd'hui, ce que l'on constate après avoir fait la guerre du Tigray sous les ordres de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Depuis ces 3 dernières années, depuis que Abiy est monté sous le trône en tant que Premier ministre, à maintes reprises, j'ai expliqué comment Abiy Ahmed est venu au pouvoir, qui l'a amené au pouvoir, pour quelles raisons et qui sont ces personnes ou cette puissance militaire, économico-éthiopienne ou extérieure qui ont poussé Abiy Ahmed dans un premier temps à descendre dans une surprise totale au niveau du peuple de l'Éthiopie, à faire la paix avec un des plus grands ennemis de l'Éthiopie, qui est l'actuel dictateur de l'Érythrée, Isaias Afewerki. Et oui, pour comprendre ce qui est en train de se tramer et surtout ce qui se prépare pour créer une guerre civile en Éthiopie, il faut d'abord être informé comment on est arrivé là. Pourquoi on est arrivé là? Et qui est derrière ça? Tous ces malentendus, ou si on peut dire, toutes ces manipulations, géostratégie au niveau de l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti et la Somalie, qui est derrière? Mais il y a plusieurs puissances. Il y a plusieurs puissances qui chacun a des intérêts à droite à gauche. Qui chacun a une vision de l'Éthiopie d'avant, d'aujourd'hui ou de demain. Parce qu'il y a une chose qui est une réalité qu'il faut comprendre. Celui qui prendra en main la destinée de l'Éthiopie peut se targuer d'avoir une porte, une ouverture pour toute l'Afrique. Puisqu'en fin de compte, l'emblème du continent africain, il se trouve à Addis Ababa, comme vous le savez. L'Union africaine, sa base politique internationale, elle a pignon sur rue à Addis Ababa. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est que
les puissances qui se font la guerre sous la table ou sur le côté, chacun a des intérêts à défendre qui malheureusement ne coïncident pas avec les intérêts du peuple éthiopien ou le peuple de la région. Mais ce qui est important aujourd'hui, et surtout pour vous faire comprendre un petit peu ce scénario machiavélique qui se met en place pour détruire l'Éthiopie, il faut que d'abord je puisse vous donner certaines informations pour que vous compreniez la situation telle qu'elle est. Si on reprend un petit peu les événements dans le passé, surtout l'actuel Premier ministre, qui est responsable en grande partie de ce chaos que nous voyons aujourd'hui en Éthiopie. C'est une réalité. Le chaos d'aujourd'hui, c'est Abiy. Mais Abiy, est-ce que tout seul, il est capable d'arriver à ce scénario-là et à ce chaos dont on constate au niveau de l'Éthiopie? Non. Abiy, il n'est pas le seul. Mais sur le papier, sur le contexte officiel, politique et diplomatique, c'est lui le responsable. Et aujourd'hui, il essaie de sortir de ce guet-apens qu'on lui a tendu, d'une manière ou d'une autre. Au début, il était d'accord parce que il y trouvait son plaisir et son gain, mais après, il a parfaitement compris que, en fin de compte, en continuant dans ce scénario-là, mais celui à qui on va lui couper en dernier ressort sa tête, mais c'est lui. Et il a compris ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait une marche arrière à 360 degrés en revoyant sa base électorale plus ou moins à qui, dans les 3 années passées, il les avait trahis. C'est le peuple Oromo dans sa majorité, dont lui, au début de son pouvoir, il se faisait passer pour un Oromo de naissance. Mais au niveau personnalité, au niveau de son cerveau ou de sa pensée, il n'a rien à voir avec le Oromo. Plutôt, il a une pensée et il a une éducation qui est beaucoup plus en aléatoire, ou si on peut dire en symbiose avec le peuple Amara. Puisque, comme vous le savez, sa mère est Amara. La mère de Abiy Ahmed, elle est de l'ethnie Amara. C'est une vérité. Et en fin de compte, il a grandi dans une mentalité de l'ethnie Amara, mais par contre, c'est vrai qu'il a appris à parler l'Oromo, il se faisait appeler Oromo quand ça lui arrangeait, mais en fin de compte, à 80% de sa personnalité, il est Amara. Dans ce contexte-là, le Premier ministre, comme je vous ai dit, il vient d'où? Le Premier ministre, dans sa jeunesse, comme vous le savez, c'était un militant, plus ou moins un jeune, qui a été enrôlé par le TPLF. Oui, Abiy Ahmed était un élément qui a poursuivi le training ou éventuellement le BCG ou le ABCD de la guerre dans les montagnes avec le TPLF. Maintenant, c'est de savoir comment il a été recruté, qui l'a recruté, qui l'a mis au sein du TPLF. Mais tout simplement, c'est que Abiy Ahmed, étant donné qu'il a grandi dans le milieu de sa famille maternelle, il avait aussi grandi, quand il était tout petit,
entre l'Érythrée, le Tigray et la partie Oromo. C'est de là où il a appris à parler le tigréen. De nature, il est parti rejoindre les forces du TPLF et c'est comme ça qu'on l'a engagé. Mais qui lui a donné, qui l'a poussé à aller vers le TPLF, ce sont les membres de sa famille maternelle Amara. C'est très important de comprendre parce que vous allez comprendre par la suite. Et depuis que le TPLF faisait la guerre contre le régime de Mengistu Haile Mariam, lui, c'était un spécialiste, notamment de la communication, et par la suite, il a été enrôlé dans les services secrets du TPLF, au sein de l'armée du TPLF, et c'est là qu'il a pu grandir les échelons en devenant, par la suite, quand le TPLF est venu prendre le pouvoir à Addis Ababa, ben, il était déjà officier, sous-lieutenant, et par la suite, il est passé lieutenant dans le corps du TPLF. Ça veut dire que par la suite, c'était quelqu'un qui était dans la sphère de la sécurité militaire. Une fois qu'il s'est installé à Addis Ababa, ben, il a suivi le cours, et là, en fin de compte, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a été pris, si on peut dire, sous les épaules du TPLF. Puisque c'est le TPLF qui le faisait monter de grade jusqu'à l'amener à ce qu'il puisse être colonel de la sécurité militaire au sein du TPLF, ou notamment de la fédération éthiopienne. Avant ça, ben, il a eu des sorties de stage en Angleterre, aux États-Unis, partout dans le monde, y compris même au niveau de la Russie, pour essayer d'être informé un peu plus et de monter de grade. Et par la suite, il a été rentré plus ou moins coopté au niveau de l'IPRDF. Et petit à petit, c'est là qu'au sein de l'IPRDF, le parti qui dirigeait l'Éthiopie, il est monté dans les instances, quitte à devenir par la suite député, ainsi de suite, chef ou directeur de la sécurité nationale, militaire. Par la suite, il a été coopté en tant que chef ou vice-premier ministre, vice-ministre du réseau informatique au niveau de l'Éthiopie, toujours dans le domaine de la sécurité, quitte à par la suite à monter à devenir ministre. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fin de compte, il avait deux chefs. Il avait deux chefs. Un chef au-dessus de lui qui était tigréen et un autre chef qui était sous le rideau et qui tirait les ficelles et qui était de l'ethnie Amara. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, il jouait entre les deux. Voilà comment ce monsieur-là, il est arrivé à ce poste-là, et là où effectivement il a été coopté en tant que Premier ministre, c'est que les Amaras ont joué un rôle, mais vraiment, si on peut dire, fantastique. Ils ont complètement annihilé et complètement manipulé au sein même de l'IPRDF, au sein même de la sécurité, au sein même du gouvernement de Meles Zenawi ou bien de Dessalem ou éventuellement par la suite tout ce qui était coopté à droite à gauche. Et finalement, au moment où effectivement il y a eu cette manifestation au niveau de l'Éthiopie, notamment du côté Oromo, pour éventuellement casser l'IPRDF, les Tigréens, parce qu'en grande majorité, ceux qui ont souffert et qui ont pratiquement réussi à stopper la machine de l'IPRDF, ce sont les Oromo. Mais là où le jeu, où la comédie a basculé
et qu'elle a quitté les sphères de l'UPRDF en allant du côté Amara, c'est que à un moment donné, il a fallu que le premier ministre de cette période-là, Haile de Salem, démissionne. Et dans ce contexte-là, en fin de compte, c'est que le parti de l'UPRDF était dirigé par 4 groupes. Amara, soi-disant, Oromo, soi-disant, Tigréen, ok, et l'ethnique qui est appelée South Nation Region, la nation du Sud, en fin de compte, qui était issue du Premier ministre sortant, Haile Mariam de Salem. Voilà, ce sont ces 4 qui dirigeaient l'IPRDF. Maintenant, il fallait faire un vote au sein de ces 4 partis, ou de ces 4 hommes forts de l'IPRDF qui faisaient l'ossature. Et dans ce contexte-là, effectivement, quand tu as eu ce vote, c'est que le vote, c'était clair. Il y avait le Tigré, mais quel était l'allié du Tigré? Ça ne pouvait pas être Oromo, out. Ça ne pouvait pas être Amara, out. 2 contre 1. Le troisième alors, la nation du Sud, ou le peuple de la nation du Sud, Haile de Salem, était beaucoup plus enclin, non pas du côté tigréen ou Oromo, mais du côté Amara. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les Tigréens se sont retrouvés piégés, parce que, en fin de compte, le pouvoir les a échappés de cette manière-là. Les Tigréens pensaient contrôler la nation du Sud, et ils comptaient beaucoup aussi à ce que les Oromos viennent vers eux. Mais, peine perdue, les Amaras ont tellement très bien joué que les 3 se sont alliés contre les Tigréens. Maintenant, il fallait sortir l'homme qu'il fallait. Il ne pouvait pas être Tigréen, ok? Maintenant, il fallait trouver un consensus. Et c'est là où les Amaras ont encore joué doublement. Regardez bien. Et c'est là où ils sont vraiment très très forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il fallait calmer, si on peut dire, le ras-le-bol Oromo, qui voulait un homme Oromo au pouvoir. Et à côté, vous aviez des dizaines d'Oromos, d'hommes politiciens cultivés, avec une expérience assez large. Beaucoup, notamment comme l'ancien président Oromo Liberation Front, Lencho Letta, notamment, comment il s'appelle, l'ancien général des forces armées éthiopiennes, Gamal Galchou, notamment Jawar Mohamed, Daoud Ibsa. Il y a aussi un autre qui lui aussi pouvait monter au trône, l'ancien ministre de la Défense, comment il s'appelait, l'ancien ministre de la Défense, je le saurai après, mais vous le savez, l'ancien ministre de la Défense et qui était en même temps président de la région Oromo à cette période-là. Mengersha ou le nom va me revenir. Bon. Voilà, il y avait déjà, il y a aussi le président du parti Oromo qui est majoritaire et qui a une certaine expérience assez longue. Mais tous ces hommes-là qui ont réussi à casser la force du TPLF ou l'UPRDF, on les a ignorés. Et comme par hasard, le colonel de la sécurité, vice-ministre au niveau de la sécurité numérique ou autre, et qui était un élément dormant des Amaras, a été mis au devant. Et il s'appelle Abiy Ahmed. Voilà. En fin de compte, l'homme Abiy Ahmed, qui l'a mis au pouvoir, qui l'a vraiment mis en défaut au niveau du peuple Oromo, ce sont les Amaras.
Et c'est là où, effectivement, les Oromo, quand Lemma Magarsa, voilà, je m'excuse, ça me revient, l'ancien ministre de la Défense, Lemma Magarsa, qui lui aussi était, qui pouvait être Premier ministre de l'Éthiopie. Voilà. Et en fin de compte, les Oromo, quand ils ont vu qu'effectivement, les Amaras et les autres voulaient, merci à Alaoui, voulaient à ce que un Oromo soit au pouvoir, mais les Amaras ont été très malins parce qu'ils avaient cet homme-là en main depuis de longue date, puisqu'en fin de compte, au niveau de la sécurité, au niveau en tant qu'officier, tout ça, ça a été plus ou moins manipulé par le service secret Amara au sein même de l'IPRDF, au sein même de la fédération éthiopienne. Les Amaras ont joué un grand rôle, puisque militairement parlant, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, les Amaras, c'était une force à ne pas ignorer. Et ça, la faute, elle revient aux Tigréens, qui l'ont ignoré depuis le début, en 91, quand ils sont arrivés au pouvoir. Et ça, c'est une autre partie dont d'ailleurs j'en avais déjà parlé, mais j'expliquerai ça une autre fois. Comment se fait-il que les Tigréens, quand ils sont arrivés au pouvoir à Addis Ababa, qu'ils n'ont plus le pouvoir, comment se fait-il que ils n'ont pas réussi à nettoyer, si on peut dire, tout ce qui était en lien avec le parti de l'ISAPA, notamment le parti politique de l'ex-président Mengistu Haile Mariam. C'est très important de comprendre et de le savoir. Et ça, c'est une faute qui les a coûté très cher aux Tigréens aujourd'hui. Et maintenant, les Tigréens, à cette période-là, quand ils sont arrivés au pouvoir, mais qui les a donné cette idée-là, à ne pas les toucher et à ne pas faire des changements brusques, ça c'est une autre affaire. D'ailleurs, je connais très bien la raison, puisque à cette période-là, en 91, je venais juste de sortir de la prison de Harar en Éthiopie. C'est-à-dire que je suis un élément acteur qui a très bien suivi depuis l'intérieur Addis Ababa tous les événements qui ont démarré à cette période-là. Bon, en fin de compte, les Amaras ont fait sortir ce nom-là, puisque de l'autre côté, au niveau Oromo, les Oromo voulaient un Oromo qui était connu au sein de l'Éthiopie et au sein de la communauté Oromo. Comme je vous ai dit, Lancholeta, comme je vous ai dit, Jawar Mohamed, Daoud Ibsa, Général Gamal Galchou, et d'autres, et les mêmes Garça, et d'autres, qui pouvaient venir. Mais ça, c'était pas si on peut dire, la priorité des Amaras. Les Amaras voulaient un homme dont ils l'ont en main et qui puisse le manipuler comme ils veulent et qui puisse suivre les ordres qu'ils pouvaient le donner. Et lui était là. Et c'est là que les Amaras ont fait sortir comme une baguette magique, direct, Abiy Ahmed. Et c'est là où, effectivement, il est arrivé, ce monsieur-là, Abiy Ahmed. Voilà. Et les Oromo, quand ils ont vu un homme, Abiy Ahmed, de l'ethnie Oromo, ben, ils ont dit, ben, c'est bon, puisque c'est un Oromo, pas de problème, on accepte. Mais ils ont été totalement trahis et, si on peut dire, entubés par les Amaras. Et les Tigréens ne pouvaient rien faire. Puisque, en fin de compte, c'était 3 contre 1. Et c'est là que Abiy est venu. Mais Abiy, c'était pas un homme Oromo, c'était un homme Amara. Et je vais vous dire l'histoire telle qu'elle continue encore, c'est que dans ce contexte-là, Abiy Ahmed, il devait suivre les ordres des responsables Amara, mais en colliaison sur 3 points. Les États-Unis, les Amaras qui sont aux États-Unis,
les Amaras de l'intérieur en Éthiopie et les Amaras qui sont au niveau du pourtour, si on peut dire, de l'ex-président de l'Éthiopie, Mengistu Haile Mariam, qui est au Zimbabwe. Voilà. Ce sont ces trois réseaux qui devaient donner les ordres à Abiy Ahmed. Et en fin de compte, le quatrième élément qui a joué un rôle décisif et qui manipulait aussi les Tigréens et qui ne voulait pas que les Tigréens restent au pouvoir, c'est Isaias Afwerki de l'Érythrée. En fin de compte, il y avait une cohabitation secrète entre ces trois réseaux éthiopiens en filiation avec l'actuel dictateur de l'Érythrée, Isaias Afwerki, en combinaison. Mais oui, puisque l'Éthiopie était en guerre contre l'Érythrée, et comment se fait-il que tout d'un coup, Abiy prend l'avion et il descend à Asmara? Mais tout simplement, c'est que les liens des services secrets Amara, notamment l'ancien président Mengistu Haile Mariam et le réseau qui sont aux États-Unis, étaient en contact avec les services secrets érythréens de Asmara, à 100%. Ils étaient en contact. Et ils faisaient le travail, mais vraiment, sous le dos du service secret tigréen. Et c'était un coup de maître. Là, je peux vous dire que sincèrement, les Érythréens, ici à Afwerki, ils ont joué un coup de maître, mais vraiment terrible. Et c'est là qu'en fin de compte, maintenant, il fallait que Abiy Ahmed puisse quitter Addis Ababa, incognito, sans aviser le peuple éthiopien, sans aviser le gouvernement éthiopien, sans aviser les partis politiques éthiopiens, sans aviser le TPLF, qui encore faisait partie du gouvernement d'Abiy Ahmed, oui, et surtout sans aviser ni les Américains, ni les Européens ou quoi que ce soit. Voilà Abiy Ahmed qui descend directement à Asmara pour signer la paix des braves avec l'Érythrée. Mais de là aussi, je ne vais pas en dire ici en live, il y avait d'autres puissances qui étaient derrière le coup. Qu'ils soient européens ou qu'ils soient arabes. Il y a cette cohabitation, ou si on peut dire, ce comité de services secrets arabo-européen, Isaias Afwerki, avec ces trois réseaux américains, États-Unis, Éthiopie et Zimbabwe, qui étaient en corrélation pour faire ce coup de maître à faire la signature de la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et en plus où le Premier ministre s'engageait à restituer toute une région qui était sous la responsabilité du TPLF. C'est très grave. Parce que normalement, il devait y avoir un référendum, normalement, il devait y avoir un consensus avec le Tigré, et ainsi de suite. Jamais rien. C'était la surprise totale. Et c'est là où, effectivement, le coup de maître de Isaias Afwerki était là. Parce que, en fin de compte, l'actuel dictateur qui est à Asmara, il a une seule pensée. Premièrement, se venger contre les Tigréens. C'est vraiment primordial pour lui. La vengeance contre les Tigréens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont jamais oublié, les Érythréens, que si les Tigréens ont pris le pouvoir à Addis Ababa, c'est grâce à la rébellion de l'Érythrée. En même temps, c'est une ethnie qui est famille toute proche entre les deux. Tigréens et Érythréens, c'est la même famille. 2. Troisièmement, le TPLF a été pris en main
étudié, travaillé dans tous les sens pour faire cette rébellion du TPLF. À 90%, elle venait de l'Érythrée. Quatrièmement, l'aide au niveau du front érythréen pour le TPLF était pratiquement indéniable. Et arrivés au pouvoir, ils n'ont pas accepté à ce que les Tigréens, une fois qu'ils sont installés à Addis Ababa, n'ont pas suivi, si on peut dire, la lettre ou les ordres d'Isaias Afwerki comme lui le présageait. Et que eux, ils se sont dit, bon, on est les chefs de l'Éthiopie, on a une puissance régionale, mais l'Érythrée pour nous, c'est caduc. Et c'est là où Isaias Afwerki n'a jamais accepté ça. Et surtout, Meles Zenawi, en 2008, il a fait la guerre contre l'Érythrée. Et l'Érythrée, ça lui a coûté pratiquement plus de 150 000 militaires tués et des villes détruites. Et ça aussi, Isaias Afwerki n'a jamais pardonné et n'a jamais oublié. Voilà d'où vient la vengeance. Deuxièmement, il fallait trouver un moyen de pouvoir foutre la haine ou la guerre entre les deux ethnies qui ont créé l'Éthiopie, qui s'appelait l'Abyssinie, les Amaras et les Tigréens. Il fallait mettre la haine. Troisièmement, une fois que cette haine, elle est là, se venger contre les Tigréens, créer la haine, et troisièmement, détruire l'Éthiopie. C'est très important. Détruire l'Éthiopie. C'est très important. Voilà les trois plans qui ont été mis en place par l'actuel dictateur de l'Érythrée, Isaias Afwerki. En fin de compte, le premier coup qu'il a fait, il a réussi à mener en guerre, sous les ordres d'Abiy Ahmed, la guerre contre les Tigréens, faire une cassure entre les Tigréens et le régime éthiopien, puisque comme je vous ai dit, il y a une corrélation entre Amara et Érythréens, et en fin de compte, Isaias Afwerki a monté les enchères en faisant comprendre aux Amaras qu'ils vont détruire les Tigréens et qu'ils seront mis au pouvoir. Et quitte à faire jouer un petit peu l'homme de paille, Abiy Ahmed. C'est comme ça que les choses se préparaient en douce entre Amara, Érythréens, sous le dos de Abiy Ahmed. Et là, Abiy Ahmed n'avait pas compris ce jeu-là. Et il est rentré tête baissée à faire la guerre au Tigray. Et c'est Isaias Afwerki, Amara ont réussi à pousser Abiy Ahmed à faire la guerre. C'est très important. Cette guerre contre le Tigray, elle a été manipulée par les Amaras et par les Érythréens. 2, maintenant, une fois la guerre a été faite, se venger contre les Tigréens. Deuxième phase, ça a été fait par Isaias Afwerki et par les Amaras. Ils se sont vengés contre les Tigréens. Et c'est là où il y a eu un génocide monstrueux au Tigray. Voilà, deuxièmement. Maintenant, le troisième élément que Isaias Afwerki devait mettre en place, c'est de foutre la haine pour les 100 ans à venir entre Tigré et Amara. Et il a réussi. C'est-à-dire que il a réussi, Isaias Afwerki, à faire la guerre avec Amara directement contre le Tigré. 2, se venger contre le Tigray, à détruire totalement et à les massacrer. Il a réussi. Troisièmement, maintenant, il fallait mettre la haine entre Tigré et Amara. Il a réussi. Ce qui veut dire que si les Tigréens et les Amaras ont une haine et se font la guerre, mais l'Éthiopie sera détruite automatiquement. Puisqu'en fin de compte, l'Éthiopie, elle était viable dans ce contexte-là, entre Amara et
Amara et Tigréens. Mais si les deux se font la guerre et s'autodétruisent, il n'y a plus d'Éthiopie. L'Éthiopie sera en désintégration. Voilà. Ce sont les trois. Maintenant, il fallait mettre le génocide de guerre civile en Éthiopie. Ça, c'est la troisième phase du plan de Isaias Afwerki qui est en place et qui continue. Et c'est là que, effectivement, les choses n'avancent plus comme Isaias le prévoyait ou comme les Amara le voulaient. Abiy Ahmed a compris. Il a compris que c'était un homme de paille et qu'on l'utilisait uniquement à des fins pour Amara et Érythréens, quitte à par la suite à le liquider ou à le mettre en prison. Voilà. Et c'est là où, effectivement, aujourd'hui, vous voyez que Abiy Ahmed fait une marche arrière en se repliant vers l'ethnie Oromo, en disant « Je suis un homme Oromo, j'ai commis des fautes, actuellement, je demande à faire la paix, j'arrête la guerre, je vais m'arranger à trouver une situation de compromis avec les Tigréens, ainsi de suite. » Mais ça ne fait pas l'affaire ni des Érythréens, ni des Amaras. Parce qu'en fin de compte, les Amaras veulent arriver au pouvoir, à Addis Ababa, et l'Érythrée ne peut pas être en symbiose ou en toute tranquillité ici à Afwerki, qui lui prépare sa descendance à ce qu'il puisse prendre le pouvoir. Et il sait que vraiment, il est en fin de vie. Alors, il veut éventuellement mettre son fils au pouvoir, mais avant ça, il veut lui nettoyer le terrain. Et le plus grand obstacle ou le plus grand danger que Isaias Afwerki ou l'Érythrée voit, c'est à ce que les Tigréens viennent au pouvoir avec les Oromo à Addis Ababa. Ça, pour lui, c'est impensable. Quitte à détruire, quitte à mettre à feu et à sang l'Éthiopie, une guerre civile, c'est ce qu'il projette. Et ce que vous avez pu constater tout au début quand j'ai mis la vidéo du message de ce haut responsable militaire du front de la milice Fano, qui disait que l'Éthiopie, elle partira à feu et à sang si nous, on ne vient pas au pouvoir. C'est clair net. Et aujourd'hui, comme on le sait, comme les puissances aussi le savent, que ce soit les Américains, les Européens ou ailleurs, il y a plus de 25 000, 30 000 bonhommes Amara, de l'ethnie Amara, qui sont, si on peut dire, en formation militaire en Érythrée. En formation militaire en Érythrée, ce qui veut dire qu'ils veulent former ces gens-là pour faire la guerre contre le régime éthiopien, quitte à ce que l'Éthiopie va vraiment en morceaux. Voilà. Faire carrément la dislocation de l'Éthiopie dans tous les sens. Voilà le but de Isaias Afwerki et voilà le but des Amaras. Maintenant, c'est de savoir si effectivement les Tigréens ont la force, avec les Oromo, de pouvoir prendre le pouvoir à Addis Ababa. C'est très important. Mais ça, c'est une autre question. C'est pour ça que je lance l'appel ce soir aux Américains, aux Français, aux Anglais, aux Chinois, aux Russes. Écoutez-moi bien. Si l'Éthiopie rentre dans un cycle de guerre civile, c'est monstrueux. C'est monstrueux à tous les égards. Comme vous le savez, l'Éthiopie se compose comme cela. 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. Pour une superficie qui fait pratiquement plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Troisièmement, l'Éthiopie, elle est composée de 85, plus de 80 cultures différentes. Plus de 45 langues différentes. Plus de 10 religions différentes, notamment les deux plus importantes, c'est les musulmans et les chrétiens. Ce qui veut dire que c'est une mosaïque, si elle explose, qui pourra mettre le feu dans toute l'Afrique de l'Est
et y compris jusqu'au Grand Lac. Vu que la guerre de l'Éthiopie, si elle explose sur un contexte tribal, social, vraiment, elle pourrait aller, ce feu-là, jusqu'à dans les pays du Grand Lac, notamment l'Ouganda, le Congo, et ainsi de suite. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Et là où les choses peuvent aussi déborder, c'est que la guerre de l'Éthiopie peut déborder sur la mer Rouge, que ce soit l'Arabie Saoudite,